Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et avant de retrouver dans quelques instants les grands débats du matin avec nos éditorialistes Alexis Poulain et Elisabeth Lévy et vos appels au 0826 300 300, tout de suite à 9h-10, on parle du comparateur des programmes avec, comme d'habitude, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Oui, bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a étrangement, on n'a pas beaucoup parlé dans cette campagne présidentielle de la dette, la fameuse dette publique. Alors, que proposent les candidats à la présidence sur ce sujet ? C'est vrai, Patrick, que ce sujet de la dette publique n'a pas fait vraiment la une pendant cette campagne. Pourtant, ça va devenir un des sujets les plus importants du prochain quinquennat, parce qu'on va vers les 3 000 milliards de dettes publiques, et que les taux remontent déjà sérieusement sur la dette à 10 ans ou à 30 ans. Alors, sur ce sujet, il y a vraiment ceux qui ne veulent pas rembourser, des doux rêveurs, comme Philippe Poutou par exemple, qui imagine une annulation pure et simple de la dette avec tout simplement, il propose un arrêt immédiat du paiement de la dette. Bon. Donc là, la France pourrait carrément plus du tout emprunter. Jean Lassalle propose un audit citoyen de la dette. Nathalie Arthaud veut faire payer la dette publique par la bourgeoisie. Elle dit pas trop comment. Fabien Roussel veut une conférence européenne et de toute façon refuserait de faire payer au peuple la dette de la crise sanitaire. Jean-Luc Mélenchon propose tout simplement de faire racheter par la Banque de France et donc en fait la Banque Centrale Européenne la part de la dette publique qui circule sur les marchés financiers. Mais son programme, s'il était appliqué, on a fait tous les calculs à la Fondation IFRAP, ferait exploser la dette. On passerait non plus à 3 000 milliards de dettes, mais plutôt à 5 000 milliards de dettes, vu le nombre de dépenses qu'il propose. Ah oui, ça exploserait plutôt. Alors, mais tous les candidats ne sont pas dans le cas du refus de remboursement quand même de la dette, Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup d'autres qui sont plus flous sur le sujet. Ils veulent rembourser la dette, mais ils disent pas trop comment. Yannick Jadot veut des finances publiques équilibrées, mais crée du déficit chaque année. Anne Hidalgo veut supprimer la règle du 3% de déficit par rapport à la richesse nationale, mais ne dit pas grand-chose sur la dette. D'autres disent qu'il faudra rembourser pour pouvoir continuer à emprunter, mais proposent aussi des mesures assez incertaines. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui prévoit de faire racheter par la Banque de France 460 milliards de dettes sur 5 ans. Ou Marine Le Pen, qui veut rembourser la dette et propose une dette aux mains des Français, mais sans vraiment dire comment. Est-ce que ce serait par des retraites par capitalisation ou autre ? Et par ailleurs, si on applique aussi son programme, on est toujours à 112% de dette par rapport à la richesse nationale en 2027. Et de son côté, Éric Zemmour dit qu'il veut rembourser la dette, qu'il veut amorcer une réduction du déficit public dès 2023. Mais là aussi, on n'a pas trop d'explications, comme chez Emmanuel Macron, qui veut aussi commencer à rembourser la dette publique dès 2026 et passer sous la barre des 3% du déficit. Mais là encore, on sait aussi, vu les calculs qu'on a pu réaliser, qu'on serait toujours au-delà de 100% de dette publique à la fin du prochain quinquennat si on appliquait ces propositions. Oui, alors finalement, Agnès Verdier-Molinier, aucun candidat ne propose vraiment de mettre en place dans la Constitution ce dont on avait parlé, la fameuse règle d'or qui interdirait l'endettement pour financer les dépenses de fonctionnement pour l'ensemble des administrations publiques, comme c'est le cas normalement pour les collectivités territoriales, les collectivités locales. Oui, alors en fait, ça n'a pas été un vrai sujet dans la campagne, en effet, alors que cette règle d'or, ça fait des années qu'on en parle. Il n'y a que Valérie Pécresse qui propose d'adopter le principe du frein à l'endettement qui a permis à l'Allemagne, à la Suisse ou à la Suède de beaucoup mieux gérer leurs finances publiques et de se désendetter. Alors c'est vrai qu'on ne pourrait pas l'appliquer immédiatement parce que dans les premières années, on serait encore dans des niveaux de déficit abyssaux, mais c'est vraiment le chemin en fait qu'il faudrait prendre. Et alors elle souhaite ramener la dette à 100% du PIB en 10 ans, c'est-à-dire 100% de la richesse nationale en 10 ans. En appliquant cette règle, ce serait certainement possible. Ça laisserait toujours une dette très importante à la fin du quinquennat en 2027, mais ça permettrait d'obliger les exécutifs nationaux, les différents gouvernements et le Parlement de respecter le fait qu'on ne s'endette plus pour fonctionner.
Merci pour ces explications Merci très claires et un tour d'horizon complet. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous pouvez évidemment réécouter cette chronique en podcast comme toutes les autres, tous les comparateurs que nous avons fait depuis le début de cette campagne, chaque mercredi. Avec vous, Agnès Verdier-Molinier. Merci. C'est vrai, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, que finalement, des gros sujets, des gros dossiers tels que celui-ci, finalement, de la dette, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans cette campagne. C'est étonnant, mais c'est-à-dire que c'est l'éléphant dans la boutique de porcelaine. Ouais. Cette dette abyssale qui existait avant le Covid et qui a été vraiment creusée par le quoi qu'il en coûte, on fait comme si elle n'existait pas. Mais si vous regardez tous les alertes du Fonds monétaire international et des autres, après l'élection passée, on va ne parler que de ça. Comment la France va rembourser la dette ? Comment on va faire pour faire... Il y en a certains qui ne veulent pas rembourser, vous avez entendu. Alors, on peut choisir de ne pas la rembourser, mais pour ça, il faut s'organiser. Et je ne crois pas que l'Union européenne soit sur cette ligne-là, de toute façon, parce qu'il y a des créanciers, et puis il y a des débiteurs, donc c'est plus compliqué que ça. Donc, deux gros problèmes majeurs qui vont s'ouvrir, et là, on n'en parle pas dans cette campagne. Un, c'est la stabilité de l'euro. Parce qu'avec des taux d'inflation très différents d'un pays à l'autre et qui sont en train d'exploser, comment la monnaie unique peut tenir ? Ça me paraît difficile. On a déjà eu la crise grecque derrière nous. Peut-être qu'on va avoir la crise française qui va s'en suivre, ou d'autres pays de l'Union européenne. Et deux, évidemment, les politiques d'austérité, parce que on ne peut pas continuer si... Alors évidemment, on a mis à la poubelle la règle des 3% pendant la crise Covid, mais on voit bien que du côté de l'Europe du Nord, Allemands, Pays-Bas, enfin les créanciers principalement, eux veulent revenir à un sérieux budgétaire assez rapidement. Et Emmanuel Macron n'a fait que la politique du carnet de chèques, que la politique du cadeau depuis le mois de septembre, depuis qu'il est en campagne en réalité, sans le dire. Or, qui va payer ? Comment ? Et comment on rembourse cette dette ? Alors, effectivement, il va falloir peut-être trouver un moratoire, trouver une façon de la collectiviser. Là, encore une fois, ça risque d'être des discussions animées au sein de l'Union européenne. Mais je ne comprends pas qu'on n'en parle pas davantage dans cette campagne. Elisabeth Lévy. Bah écoutez, je sais pas très bien ce qu'il reste à dire après ce long exposé d'Alexis. Non, il me semble que l'une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas, c'est parce que tout le monde comprend bien qu'il n'y a pas de solution indolore. Et comment ? Bah oui, mais justement, il faudra en parler. Il y a pas de... Non, mais j'ai pas dit qu'il ne fallait pas. J'essaye d'expliquer. Pardon, Alexis. Je veux dire, si en plus vous me coupez là, je lâche l'affaire. Donc, il me semble que c'est une des raisons. Si vous voulez, les candidats n'ont pas envie d'embêter les électeurs avec des choses qui vont être déplaisantes à entendre. Et du côté des électeurs, il faut bien dire, peut-être pas sur la dette, mais sur l'euro, il y a une certaine technicité, si vous voulez, parce que évidemment, l'euro, c'est pas simplement d'avoir les mêmes billets de banque dans tous les pays de l'Union européenne. Ça suppose, vous connaissez l'affaire de la convergence des économies qui n'a pas eu lieu. Et vous avez raison sur un point. Je pense que les Allemands qui j'ai entendu l'autre jour, je crois sur notre bonne antenne, qu'ils n'avaient jamais eu une telle inflation depuis la guerre. Et comme vous le savez, les Allemands sont très sensibles à la question de l'inflation. Donc je pense qu'effectivement, on va se manger après des exigences d'austérité. Donc, tout ça nous promet 5 ans. Peu importe qui gagne, mais ce sera compliqué, oui. Oui, bien sûr. Et d'autant qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat par ailleurs. On va en parler dans un instant avec Éric Revel. Ce sera son sujet de campagne. Revel en campagne dans un instant. Et puis après, évidemment, les grands débats du matin. Vous pouvez réagir et nous interpeller. Alors sur le vote... obligatoire ou pas, vote obligatoire lors des élections nationales face à l'abstention. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Alors, mais qu'il n'y a pas assez de choses obligatoires dans notre pays. Je pense qu'Elisabeth Lévy, elle est contre. Elle fait partie des noms. En tout cas, on aura André Berkoff qui sera notre invité tout à l'heure à 9h30, puisqu'il a écrit, lui, un petit guide, Abstention piège à con. Alors, je ne sais pas derrière quelles sont les solutions d'André Berkoff, et vous pouvez dialoguer en fait avec lui, d'ores et déjà, 0826 300 300, vous nous appelez. Et puis, il y a aussi, évidemment... Les professions de foi. Les professions de foi. Est-ce que vous les avez reçues Est-ce que vous les avez reçues ? Chez nos auditeurs, à 70%, toujours pas. Ils attendent encore. D'ailleurs, c'est fou. Autre
Et puis, Patrick est privilégié, donc. Oui, c'est ça. J'ai entendu, vous les aviez eus, vous. Hier. Moi non. Et vous? Hier. Moi non plus. Toujours pas. Commencez à les regarder. Et j'avais fait le même sondage et 80% de mes followers. Donc là aussi, vous nous appelez. Est-ce que vous les avez reçus? Est-ce que finalement vous vous dites que non, ça ne sert à rien de les recevoir, quoi qu'il en soit? On peut les consulter sur Internet aussi. Oui, bien sûr. Je vous attends 0826 300 300. Puis les autres sujets dans l'actualité. Est-ce qu'il y a aussi de la récupération politique, là, l'affaire Jérémy et Cohen, la mort de Jérémy Cohen? Là aussi, on vous attend. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, tout à l'heure. Sud Radio, on revient dans quelques instants. Il est 8h58. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Dans quelques instants, on va poursuivre bien sûr nos grands débats du matin avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et surtout vos appels au 0826 300 300 sur plein de sujets. Oui, et notamment alors la mort de Jérémy Cohen. Est-ce que vous trouvez que c'est sorti de façon opportune parce que nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle? Est-ce qu'il y a une forme de récupération politique? Est-ce que finalement, comme le disait tout à l'heure aussi Elisabeth Lévy, c'est le réel en fait d'une situation de la violence au-delà de l'antisémitisme là, parce que visiblement c'est pas prouvé en fait cette histoire. J'aimerais bien vous entendre en fait à ce sujet. Et puis évidemment aussi sur les élections. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Est-ce que l'abstention, vous voulez réagir, vous allez vous abstenir ou pas? C'est un piège à con, comme le dit André Berkoff, qui sera avec nous tout à l'heure à 9h30. On attend vos appels. Voilà, et tout de suite à 9h05, c'est bien sûr Revel en campagne avec Éric Revel. Sud Radio présidentielle 2022. Oui. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Bonjour messieurs, dames. Alors Bonjour on va parler du pouvoir d'achat, parce que c'est quand même au cœur de cette élection présidentielle, quoi qu'on en dise. Et après l'élection, il faudra sans doute donner un coup de pouce net au pouvoir d'achat des Français qui est en berne, quoi. Mais alors comment, quoi? Oui, quel que soit celui ou celle qui sortira vainqueur de l'élection présidentielle, je pense effectivement que le nouveau chef de l'État ne pourra pas faire l'économie d'une augmentation du pouvoir d'achat, des salaires ou des revenus des Français. N'oubliez pas qu'avec un taux de hausse des prix sans doute supérieur à 5% maintenant en 2022, les Français s'appauvrissent, l'épargne populaire est largement grignotée par l'inflation, l'économie française a besoin que ces ménages consomment, même de façon responsable et durable, parce que la consommation des ménages, c'est le premier moteur de la croissance française. Si les Français n'ont pas d'argent pour consommer, alors l'économie française risque de sombrer. Oui, alors donc une hausse des salaires semble la piste la plus simple a priori, mais est-ce que c'est possible? Alors, je vais vous dire, moi je ne crois pas à une augmentation des salaires massive pour deux raisons. La première, c'est que les marges des entreprises françaises, PME en tête, se réduisent sous les coups de boutoir de l'augmentation des prix de l'énergie, oui, et des matières premières. Il y a un sondage de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui est paru hier, et qui disait que 80% des adhérents de cette confédération patronale estimaient que leurs marges se réduisaient. Sans marge, les trésoreries des entreprises vont se réduire, et réduire d'autant la marge de manœuvre justement pour une hausse des salaires. Puis deuxième raison, Patrick, c'est qu'une augmentation généralisée des salaires, je sais que ça fait jamais plaisir quand on le dit, mais elle augmenterait, cette augmentation, les coûts de production des entreprises, donc les prix de revient, donc les prix à la consommation, bref, une hausse brutale des salaires aurait un effet amplificateur sur l'inflation. Du coup, comment augmenter le pouvoir d'achat des Français? Alors, comment augmenter les revenus sans qu'il y ait une forte inflation, quoi? Voilà, alors, si les salaires, c'est compliqué, en revanche, je pense que il est possible, dans les entreprises qui le peuvent, de partager la valeur créée avec les salariés sous forme de participation, d'intéressement pour augmenter le pouvoir d'achat, donc les revenus des ménages français. Nous pourrions aussi, c'est une autre piste, profiter de la présidence française de l'Union européenne pendant encore 4 mois pour négocier, par exemple, avec nos partenaires européens, une baisse des taux de TVA sur les prix des produits de première nécessité dont les Français les plus en difficulté financière ont besoin. Car l'inflation n'est pas spécifique à la France, il faut le répéter, elle touche toute l'Europe. Plus encore lourdement d'ailleurs l'Allemagne, avec une inflation qui est à 8%, qui est due à sa dépendance au gaz russe pour son industrie. Donc en fait, on a peut-être un chemin de crête étroit, mais pour mettre cette possibilité, cette négociation sur la table, d'une baisse des taux de TVA sur les prix des produits de première nécessité. Oui, alors quelques pistes intéressantes. Donc est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles? Alors, il y a
y a une idée qui est celle de Thibault Langsade, qui est un ancien du MEDEF, qui a fait une proposition que je trouve intéressante et qui devrait faire débat dans cette campagne présidentielle. Elle ne vient pas de n'importe qui, elle vient de quelqu'un qui a été proche du MEDEF. Il dit il faut mettre en place un dividende salarié. Écoutez bien, cette proposition stipule que aucun dividende ne pourrait être versé par une entreprise si cette entreprise ne verse pas en même temps de la participation à ses salariés. On réconcilierait ainsi le versement d'un dividende avec une participation pour les salariés qui contribue évidemment de manière forte à la richesse de l'entreprise. Si l'on veut éviter une crise sociale majeure en France, il faut, oui, redonner du pouvoir d'achat aux Français qui se paupérisent et qui ont, on le dit souvent sur Sud Radio, du mal à finir leur fin de mois. Les entreprises, me semble-t-il, plus que la sphère politique, les Français croient plus aux entreprises finalement qu'à la sphère politique pour changer leur vie. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour éviter un choc social majeur dans le pays. Difficile équation quand même, ce pouvoir d'achat. Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. On en parlait, Eric a tout dit. C'est une équation impossible en réalité. Ça va être extrêmement compliqué parce que à la fois le politique ne peut pas faire grand-chose, la crise ukrainienne, la guerre ne va pas arranger nos affaires et les sanctions non plus. Et puis derrière, on voit bien qu'au-delà de l'inflation, c'est la récession qui est tapie dans l'ombre, qui n'inquiète pas le FMI actuellement, mais qu'est-ce qui se passe si les sanctions ralentissent l'économie allemande, l'économie européenne en général? Là, on a une situation explosive. Oui, Elisabeth Lévy, il y a quelques mois, vous n'étiez pas... Eric et Alexis ont vraiment tout dit. Donc non, mais Elisabeth, justement, j'aurais une question précise à vous poser. Parce que moi, je voulais rajouter une chose. Oui, vous allez rajouter. Il y a, je vous fais confiance pour ça, il y a quelques mois, vous n'étiez pas persuadé que le pouvoir d'achat était au cœur aussi de la présidentielle, de cette élection présidentielle. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Si vous voulez, je me suis trompé, ça c'est clair, puisqu'il est au cœur de la présidentielle. Maintenant, pour moi, il y a d'autres urgences, si vous voulez, que le pouvoir d'achat, c'est vrai. Mais d'abord, je fais pas partie non plus des plus pauvres dans ce pays et des gens, si vous voulez, pour qui sont en train... Non mais ça c'est aussi très important de le dire. Je me rends compte, on n'était pas encore dans la crise énergétique, etc. Et moi, j'entends autour de moi, je veux dire, beaucoup de gens, je discute beaucoup avec des gens, y compris dans les bistrots, et je vois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à mener... Non mais c'est vrai, parler avec des gens quand on va boire son café, je vous assure, c'est très instructif. Bien sûr. Et je me rends compte, ou avec les chauffeurs de taxi, ou avec plein de gens, et les gens ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Donc c'est devenu, je me suis trompé. Mais je voulais rajouter une chose, c'est que ça c'est un des passages du discours d'Emmanuel Macron qui m'a fait tomber à la renverse. Je dois dire, je ne sais pas si vous vous rappelez le début de son discours. Nous l'avons fait, ou on l'a fait, vous savez, avec une salle enthousiaste, et il a quand même osé dire, le pouvoir d'achat, nous l'avons fait, tout va bien, en gros, et l'hôpital, nous l'avons fait. Là, je dois dire, les bras m'en sont tombés, mais vous voyez, je les ai encore. Bien sûr. Quoi. C'est quand même, il y a une espèce de porphyrie là-dedans. Mais ça nous amène en fait à une autre question par rapport à ce qu'a dit Éric Revel. Éric, parce que vous avez parlé participation, dividende. Alors ça, on l'imagine très bien dans des structures assez conséquentes, quoi, qui sont organisées. Mais pour les autres, toutes les petites entreprises, et y compris aussi dans des services, là on parlait de l'hôpital, mais on parle, je sais pas moi, de l'aide à la personne, par exemple, et tout. Là, il n'y aura pas forcément de dividendes. Là, c'est plus compliqué. Non, bien sûr. Donc, enfin, je le disais dans mon papier, c'est-à-dire que pour les entreprises qui peuvent se le permettre, vous avez raison. Il y a plein de TPE, des toutes petites entreprises qui versent pas d'intéressement, qui n'ont pas de marge suffisante, jusque y compris d'ailleurs pour augmenter le salaire de leurs collaborateurs ou des gens qui travaillent pour elles. Donc ça, c'est un sujet. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, il faut quand même le dire, qui versent des dividendes à leurs actionnaires et qui parfois ne mettent pas en place une politique, à mon sens, suffisante d'intéressement de participation. Alors, il y a aussi, il faut être tout à fait honnête, il y a aussi dans les grandes entreprises, les plus grandes,
des salariés qui sont actionnaires. Ça, on oublie souvent de le dire, parce qu'on dit tout le temps, ce sont les gros actionnaires qui empochent les dividendes. Oui et non. Il y a ce qu'on appelle des plans d'épargne entreprise, où chaque mois, l'entreprise achète à due concurrence de ce que vous versez en tant que salarié pour prendre des actions du groupe ou de la société, et abonde. Donc, il y a aussi des salariés qui sont capitalistiquement intéressés à la bonne marge de l'entreprise. Maintenant, je trouve la proposition, je vous le dis franchement, de Thibault Langsade très intéressante. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas si c'est sous forme de loi, mais l'idée que, puisqu'on a suffisamment d'argent pour verser des dividendes, on devrait en réserver une partie pour la participation ou l'intéressement des salariés. Et lier les deux, c'est, à mon avis, au-delà de l'aspect financier, lier le versement des dividendes à un versement d'intéressement de ces participations, c'est aussi, me semble-t-il, une piste intéressante pour tenter, je le dis avec beaucoup de naïveté mais d'espoir, de réconcilier aussi l'entreprise avec les Français. Parce que les Français ont une vision aussi assez réductrice du monde de l'entreprise. Ce type de mesure, à mon sens, oui, justement, a du sens financièrement et j'allais dire intellectuellement pour faire progresser l'idée qu'on a besoin d'entreprises pour créer des emplois et que par conséquent, on a besoin que les entreprises fassent du profit, même si, comme l'a rappelé Emmanuel Macron avec ses accents poutousiens, lors de ce meeting, il a expliqué que nos vies valaient plus que leurs profits. Super. Mais je pense que c'est des pistes intéressantes. Mais on ne fera pas l'économie. Juste un mot, peut-être. Un mot. Oui, ce qui me frappe dans ce que vous dites, cher Eric, c'est qu'en fait, il y a deux France, vraiment. Alors, d'habitude, on dit il y a la France des fonctionnaires protégés, sécurité de l'emploi, etc., et puis la France du privé. Mais en réalité, dans la France protégée, il y a aussi les salariés des grandes boîtes. Parce que vous êtes également très protégés si vous travaillez dans une boîte du CAC 40. Vous avez cet intéressement, mais vous avez aussi toutes sortes d'autres garanties, en quelque sorte. Et là, il me semble qu'il y a vraiment deux mondes qui vivent pas de la même façon. Allez, dans un instant, l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen. Est-ce qu'il y a un abus? Est-ce qu'il est dans la récupération politique ou pas? J'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300. Les grands débats du matin, c'est dans quelques instants. Sud Radio, 9h15. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, avant de retrouver nos grands débats du matin avec nos éditorialistes à partir de 9h30, dans 10 minutes, dans La Vérité en face, on vous pose cette question. On attend d'ailleurs vos appels au 0826 300 300. L'abstention est-elle la clé de la présidentielle? Est-ce qu'il faut rendre ou pas le vote obligatoire aux élections nationales? C'est aussi une question qu'on vous pose sur Twitter. Pour l'instant, à 52%, vous êtes contre le vote obligatoire et on en débattra tout à l'heure avec André Berkoff et Gilles Montré, ancien conseiller à la présidence de la République. Oui, alors Gilles Montré, lui, qui défend, et il sera là en deuxième partie, qui défend le vote électronique pour dire c'est un des moyens. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. J'aurais bien connaître l'avis d'André Berkoff qui sera avec nous justement tout à l'heure avec son livre Abstention piège à con aux éditions Max Milo. Alors il y a cette affaire de la mort de Jérémy Cohen. On le rappelle, deux mots de contexte. Ça s'est passé en février. À l'époque, ça avait été plus ou moins classé comme étant un accident de la circulation parce que percuté par un tramway. Il n'y a pas eu de véritable enquête policière. C'est la famille qui s'est bougée de ce côté pour montrer que il était en train de fuir entre guillemets des agresseurs. Alors il portait une kippa, donc il y a eu interrogation. Est-ce que c'est un acte antisémite? Visiblement, ce n'est pas aussi clair que ça, de même qu'il était handicapé. Et puis, le fait que ça ressorte cette semaine, en début de semaine, on se dit, souvenez-vous, comme Papivoise, etc., on ressort, on agite le chiffon rouge de l'insécurité. Vrai ou pas, Alexis Poulain? D'abord, pensez à la famille de ce jeune homme, dans ces circonstances tragiques, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans cette récupération politique de ce drame. Et je dois dire qu'il y a eu un autre drame dont on n'a pas fait cette récupération, et pourtant on aurait pu, c'est l'assassinat en plein Paris d'un international de rugby par un membre de l'extrême droite. Alors on en a parlé, quand même beaucoup. On en a parlé, mais là on pourrait dire aussi, et alors, on n'a pas fait grand cas sur la violence au sein des sphères d'extrême droite et les armes non déclarées ou déclarées qui se baladent dans ce pays. Donc il y a effectivement l'insécurité, on peut y aller, on peut en parler, on peut parler, évidemment, c'est un thème qui n'a jamais
quitter finalement l'esprit des Français. Il ne faut pas, je pense, utiliser ces drames individuels pour en faire un cheval de bataille ou de campagne. Ce qu'on voit, c'est que c'est encore un bilan d'Emmanuel Macron calamiteux. Et c'est aussi un déni, c'est-à-dire sur la circulation des armes non déclarées. On peut rappeler l'épisode tchétchène à Dijon, on peut rappeler le nombre de saisies d'armes assez incroyables qui se baladent dans ce pays. Et on a l'impression que finalement c'est acceptable, on en est là, quoi. Mais Elisabeth, avant Éric Lévy, puis vous appelez. Excusez-moi, Alexis, mais en termes simplement de fréquence, de nombre et de pourrissement de la vie quotidienne, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre tout à fait sur le même plan la violence d'extrême droite qui existe, mais qui est quand même le fait de groupuscules, et la violence endémique qui sévit dans certains quartiers. Là, franchement, demandez aux gens ce qu'ils vivent, et la première chose qu'ils vont vous dire, c'est pas la violence d'extrême droite. Mais moi, ce qui me frappe, c'est, vous l'avez dit d'ailleurs, Emmanuel Macron qui nous dit surtout pas de récupération. Oui, pardi, il veut pas de récupération. Mais alors à ce moment-là, il aurait dû nous dire de pas parler de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, il s'est mis en scène en majesté avec son t-shirt ou ses bras de chemise, ses chemises, ses manches retroussées et sa barbe de 3 jours. Si vous voulez, à ce moment-là, il fallait pas en parler. Je sais pas si on peut faire un parallèle quand même, si. Si vous voulez, c'est le réel. Donc on nous dit qu'il faudrait pas parler de ce qui s'est passé avec Jérémy Cohen. Moi, je vous dis qu'il faut en parler, pas seulement parce que si c'était un fait isolé comme ça, peut-être dans un monde merveilleux, peut-être qu'il faudrait pas en parler. Mais c'est pas un fait isolé, c'est un phénomène. C'est un phénomène dont excusez-moi, on en parle à peu près tous les 2 jours. Il se passe quelque chose. Il y a eu Sevran, il y a eu donc l'actualité ne cesse pas. Donc pourquoi je fais parallèle? Évidemment que c'est pas du tout la même chose. Je dis simplement, on a parlé de la guerre en Ukraine alors qu'à l'évidence, elle favorisait un candidat. 0826 300 300. Oui, Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Excusez-moi. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. Voilà, je voudrais dire que je suis entièrement de l'avis de madame... excusez-moi, Lévy. Je partage ce qu'elle dit, mais je voudrais simplement rajouter quelque chose. On ne parle de ces faits-là uniquement quand ils sont extrêmement graves. Lorsqu'il y a... on ne vous entend pas très bien. Attendez, on va vous rappeler, ou alors, parce que là, on ne vous entend pas très bien. Jean-Paul ? Non, mais alors on vous rappelle, et puis il y a d'autres appels 0826 300 300. Vous pouvez continuer de réagir. Et Éric Revel, donc est-ce que forcément c'est sorti d'un camp cette histoire. Donc est-ce que c'est opportun ou pas, une volonté de peser sur la présidentielle ou pas? Moi, je ne sais pas si ce type de fait pèsera sur la présidentielle. Bon, vous vous rappeliez l'affaire Papivoise en 2002, où ce vieux monsieur avait été agressé, son pavillon K1K avait été brûlé. On avait dit que c'est ce qui avait permis à Jean-Marie Le Pen d'être au second tour face à Jacques Chirac. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand même les violences, les agressions dans ce pays sont en hausse. D'ailleurs, ça, c'est absolument indéniable. Donc, sur ce plan-là, et encore plus dans des quartiers où c'est compliqué d'y vivre, où la drogue a toute sa place, où parfois le communautarisme a remplacé les valeurs de la République, c'est une évidence que Dupond-Moretti s'est mis le doigt dans l'œil en nous expliquant qu'on avait juste un sentiment d'insécurité. Cette insécurité, c'est pas un sentiment, elle est vécue au quotidien par des gens qui n'en peuvent plus. C'est vrai. Bon. Ensuite, la récupération politique, pardon, mais avec tout le respect qu'on doit à la mémoire de ce jeune Jérémy, et toutes les condoléances qu'on doit présenter à sa famille, la récupération politique dans un fait qui tombe à 1 semaine du premier tour de l'élection présidentielle, j'allais dire, c'est le réflexe politicien classique. Bon, moi, ce qui m'intéresserait plus de savoir... Là, vous êtes sévère. Hein. Moi, ce qui m'intéresserait plus de savoir, Elisabeth, c'est pourquoi est-ce que cette vidéo sort juste 1 semaine avant. Ça m'intéresserait. Comment se fait-il que, alors qu'autour d'une ligne de tramway, on a en général un système de vidéosurveillance assez poussé, on n'a eu
aucune image qui a pu nourrir une autre enquête que celle du simple accident. Ça m'intéresserait de connaître. Je vais vous répondre. Moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi cette vidéo est sortie juste maintenant. Et il faut aussi rappeler une chose, même si on ne peut pas le nommer, c'est que le père de Jérémy Cohen, Gérard Cohen, s'est adressé à un candidat en particulier. Pour lui dire, aidez-nous à médiatiser cette affaire. C'est ce qu'il a dit. C'est Éric Zemmour. Voilà, il a demandé à Éric Zemmour, donc ça veut dire que dans la tête de Gérard Cohen, celui qui défend le plus à ses yeux, et qui parle le plus de ces questions d'insécurité et d'immigration, c'est Éric Zemmour. C'est quand même ça. Non, mais ça, on est bon. Voilà. Et puis, je rajoute que le cheminement était incroyable, puisque le soir même, Éric Zemmour était l'invité du journal de TF1 et qu'il a donc pu en parler. Voilà, moi je suis pas du tout. Voilà, journalistiquement, je m'interroge sur l'enchaînement de tous ces faits. Elisabeth, juste un mot, oui, il est allé voir le candidat qu'il estimait le plus convaincant sur ces questions. Donc ça, franchement, c'est leur liberté. Parce que, attendez, pardon, c'est un constat, Elisabeth. Sinon, l'affaire ne serait tout simplement pas sortie. Donc c'est ça l'affaire. Et juste un mot sur les vidéosurveillances. D'après ce que m'a dit l'avocat de la famille, c'est plutôt du côté des policiers qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ils n'ont pas poussé l'enquête, parce que la famille est non seulement allée les voir, j'insiste sur le fait qu'il y a des habitants du quartier qui ont donné des témoignages écrits. Il n'y a pas une omerta à 100% dans ce quartier, c'est pas vrai. Des gens voulaient témoigner, donc ça c'est important de le dire. Ils avaient des témoignages écrits, ils avaient la vidéo, et ils ont redemandé l'exploitation des vidéosurveillances. Et ça, visiblement, ils ont eu beaucoup de mal à l'obtenir. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont en suspens. Je ne sais pas si c'est de la négligence ou s'il y a, je ne crois pas qu'il y ait une volonté des policiers, si vous voulez, de mettre l'affaire sous le tapis, mais en tous les cas, l'enquête le montrera. Je pense qu'il y a quand même peut-être des choses qui ne se sont pas très bien passées. Ça réagit beaucoup au standard, là, au 0800 26 60 300 à Sud Radio. On a a Jean-Paul de Draguignan. Oui, Jean-Paul. Oui. Merci, excusez-moi, j'avais un dysfonctionnement. Pas de problème. Voilà, je suis à peu près d'accord sur tout ce que j'entends. Par contre, sur le fait que Éric Zemmour était le soir à 20h sur TF1, je suppose que c'était déjà engagé, ça. Oui, bien sûr. Pour moi, ça, c'est une coïncidence. Alors que ça lui ait permis d'en parler, c'est une chose, mais pour moi, c'est une coïncidence. Et je rejoins encore une fois Madame Lévy quand elle dit que ce pauvre père que j'ai pu voir hier soir à la télévision dit qu'il s'est adressé à Zemmour. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'il est le seul à mettre ça sur la table, voilà, avec un peu de courage, avec un peu de volonté et avec une véritable intention. Le problème est là. Macron ne fera rien, comme toujours, malheureusement, et les autres c'est pareil. Si c'est Mélenchon, ça va être une catastrophe. Il ne restera plus qu'à quitter le pays, quoi, en deux mots. Voilà, on arrive dans quelque chose de dramatique. Et Marine Le Pen c'est moins saisi de cette affaire. Oui, exactement. Parce que maintenant, elle rentre dans le moule, comme on dit, parce qu'elle espère tellement être là mais elle a perdu son courage. Elle a perdu sa flamme, on pourrait dire. Mais le problème, il est que maintenant, moi, j'ai des petits-enfants, je suis inquiet pour leur avenir. Voilà. Et je ne comprends pas que des parents un peu responsables ne s'interrogent pas sur le devenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants dans cette société. Voilà, je trouve ça dramatique. Et si rien n'est fait, dans ce pays, ça va être une véritable catastrophe. On peut critiquer Zemmour tant qu'on veut, et il est sûrement critiquable, mais le constat qu'il fait, je suis persuadé qu'il est juste. Voilà, ça c'est... On ne peut pas faire autrement que de le faire. En tout cas, sur cette partie-là. Parce qu'on parle des morts, on parle malheureusement, mais vous vous rendez compte de cette pauvre famille, non, bien sûr, c'était absolument terrible, bien sûr, ce qui a été vécu, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce sont les autres enfants qui se sont emparés, entre guillemets, des réseaux sociaux pour lancer des appels, pour avoir des vidéos. Surtout. Oui, qui ont enquêté, c'est ça, mais pour avoir des vidéos pour montrer ce qui s'était passé. Merci. Allez, dans un instant, on va parler abstention, vote obligatoire ou pas, vote électronique. On attend bien sûr vos appels au 0800 26 300 300. Et on sera avec André Berkoff et Gilles Montré, ancien conseiller à la présidence de la République. Vous continuez bien sûr aussi à voter sur Twitter. À tout de suite, il est 9h31 sur Sud Radio.